Bonjour et bienvenue dans Dakodak. En 5 épisodes, je propose de vous emmener à la découverte de l'intelligence artificielle. Prompt, ChatGPT, Midjourney, BI algorithmique. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire? Pas de panique, on vous explique. Donc en fait, il reste très peu de choses que l'être humain est encore capable de faire, et qui résistent aux machines. Vous venez d'entendre l'un des experts qui intervient dans nos capsules vidéo. Vous aurez également l'occasion de rencontrer des seniors qui, comme vos parents, vos grands-parents, ou peut-être comme vous, découvrent peu à peu l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Dans un super épisode d'Interception, une émission de reportage sur France Inter, j'ai entendu le témoignage d'une traductrice. Elle expliquait que son boulot avait radicalement changé depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. On ne la payait plus pour traduire, mais bien pour corriger une traduction faite au préalable par l'intelligence artificielle. Le tout en diminuant bien sûr son salaire. Elle a eu cette comparaison géniale. C'est comme si on se coupait les cheveux seul et puis qu'on arrivait chez le coiffeur en disant « Bon pour 10 €, vous m'égalisez tout ça ?» Bref, la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail me semble passionnante. Tu peux nous rappeler ton métier? Coiffeuse. Du coup, est-ce que tu crains de te faire remplacer un jour par une intelligence artificielle? Non. Ça va être compliqué. On aura toujours besoin de coiffeuse. Oui, on aura toujours besoin de coiffeuse. Quelle chance. Parce que sinon, je suis morte. On a commencé par demander à Hugues Bersini, que vous avez déjà rencontré précédemment, s'il pensait que l'intelligence artificielle allait bouleverser les métiers, voire en faire disparaître certains. À l'aune de l'intelligence artificielle, je pense qu'aucun métier n'est menacé d'une disparition totale, mais d'une réforme radicale, ça c'est clair. On ne fera plus du droit comme on en faisait jusqu'à présent. La médecine, on ne fera plus de la médecine comme on en fait jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que les médecins vont disparaître ou que les avocats vont disparaître, mais qu'ils vont devoir se réinventer. Et c'est sûr qu'il va y avoir une compétition sur le marché entre ceux qui réussissent à maîtriser ces outils et donc qui ont une bien meilleure productivité, une meilleure efficacité, sans doute aussi ils seront moins chers, et donc il va y avoir une concurrence, et le marché est parfait pour ça, il va y avoir une concurrence entre ceux qui auront adopté et qui auront maîtrisé cet outil, et ceux qui seront laissés sur le bas-côté de la route. Et je pense qu'il est très très important que dès l'université, on essaie d'inscrire nos enfants et nos étudiants dans la bonne catégorie de ceux qui maîtrisent l'outil. Alors voilà, espérons qu'on aille assez vite. Je pense qu'il n'y a pas de préoccupation sur la disparition. Je vois mal pourquoi les métiers disparaîtraient, mais c'est clair que les métiers vont devoir se réinventer. S'adapter, donc. Mathieu de Cartier-Dive, formateur à l'atelier du web, rencontre déjà beaucoup de travailleurs dans son atelier autour de ChatGPT. Nous, on fait de l'inclusion numérique ici et donc on n'a pas l'habitude d'avoir normalement beaucoup de travailleurs. Et là, pour le coup, cet atelier-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui viennent parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer ça dans leur travail. Soit c'est eux qui se posent la question, soit c'est en général leur direction ou leur N+1 qui se pose la question. Et donc eux, ils sont là, on va me demander de l'utiliser ou on me demande déjà de l'utiliser, mais qu'est-ce que c'est et comment je dois faire pour l'utiliser? Durant sa carrière, Brigitte a conseillé des centaines d'élèves sur leur orientation scolaire dans son centre psycho-médico-social. À l'heure de l'intelligence artificielle, que conseillerait-elle à un jeune qui pousse la porte? Vers quel métier se tourner pour ne pas se faire remplacer par une intelligence artificielle? Au niveau de l'orientation professionnelle, c'est vrai qu'actuellement, je ne saurais plus quel métier ou quelle orientation soutenir auprès d'un jeune qui se pose des questions à ce sujet. Cela change tellement vite avec l'introduction de l'intelligence artificielle qu'on ne sait pas très bien d'ici 10, 15 ans, même 5 ans, quels métiers vont disparaître et lesquels seront encore très recherchés. Alors certains disent des métiers qui sont à la fois contact et plus manuels, comme un dentiste ou un coiffeur, mais les robots, que vont faire les robots? Moi, je n'en sais rien. Déjà, les architectes, les traducteurs, on dit de plus en plus que c'est des métiers, traducteurs certainement, et même architectes, on peut aussi sans doute demander à l'intelligence artificielle de concevoir une maison et même de l'imprimer en 3D. Donc. Si certains métiers semblent voués à disparaître, d'autres émergent avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Ainsi, s'adresser correctement à ChatGPT devient un métier, celui d'ingénieur du prompt. Il y a une nouvelle compétence qu'il va falloir assimiler, qui est celle de ce qu'on appelle l'ingénierie du prompt, c'est-à-dire comment parler à ChatGPT pour tirer le meilleur de ce qu'il est capable de produire. Parler correctement à l'intelligence artificielle est donc un métier, car on ne parle pas à ChatGPT comme on parle à un moteur de recherche classique comme Google.
L'une de nos premières discussions avec Pierre, Angora et Brigitte a justement eu pour thème le basculement de Google à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nos seniors cherchent sur ChatGPT qu'ils ne cherchent plus sur un moteur de recherche classique? Quand on pose des questions sur Google, alors il y a des sites différents qui donnent des réponses. Ça peut être Wikipédia, où on a une certaine confiance, mais ça peut être un site pas très fiable aussi. Mais de la manière classique, le bon vieux Wikipédia Google, non, j'utilise maintenant l'intelligence artificielle et toutes ses facilités. Oui, des choses peut-être plus précises que ce que je demandais à Google. Je ne suis pas une grande utilisatrice non plus de Google, mais c'est peut-être des choses plus précises. Maintenant, ça ne me vient pas en tête. Poser une question à ChatGPT, ce n'est pas comme poser une question à Google. Comment on s'adresse à un moteur de recherche? On va lui donner des mots-clés. Et là, du coup, je leur ai expliqué que c'était plus... les mots-clés ne suffisaient pas. Il fallait vraiment faire des phrases, produire des phrases, que ce soit avec le micro, parce qu'on peut s'adresser à une intelligence artificielle par l'oral, ou que ce soit à l'écrit. Il faut être beaucoup plus précis. Du coup, c'était compliqué, parce qu'une fois, on nous dit de trouver des mots-clés. Maintenant, on dit qu'il faut être plus précis, qu'il faut développer des phrases pour que l'IA sache ce qu'on cherche. Et donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté qu'on va devoir travailler pour poursuivre avec cette intelligence artificielle dans nos apprentissages. Béatrice Gonnet de Lire et Écrire insiste sur la nécessité de rester à nos places respectives. S'adresser à l'intelligence artificielle, c'est avant tout s'adresser à une machine. Je vais moi-même suivre une formation pour comment on s'adresse à elle, en fait. C'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre à savoir que ça reste une machine, donc ça n'est pas un humain. On parle bien d'artificiel. Et surtout que c'est toujours nous qui devons rester maîtres de ce qu'on fait, de comment on l'utilise, de pourquoi on l'utilise. Eva Dessin, prof de français que vous avez également déjà aperçu dans l'épisode précédent, remarque pourtant que certains utilisateurs de ChatGPT personnifient cette technologie. Ce qui est fascinant avec l'IA pour le moment, c'est que le fait d'avoir ce compagnon avec soi, de l'avoir dans la poche, de poser des questions et d'avoir une technologie qui vraiment apprend à nous connaître juste parce que plus on pose des questions, plus ils ont des données sur nous. Et les gens se posent des questions, pas seulement académiques. J'ai un copain qui fait un régime grâce à ChatGPT, quelqu'un d'autre qui soutient sa psychanalyse avec des questions qu'elle pose. Il y a une humanisation de la technologie qui se fait. Et pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, ils humanisent. C'est une personne, c'est pas une technologie parce qu'ils y ont accès à tout moment et c'est quelqu'un qui écoute toujours. L'émergence de l'intelligence artificielle s'accompagne d'une modification de notre langage. Au fil des interviews, je me suis rendu compte que la manière dont on s'adresse à ChatGPT dit beaucoup de notre rapport à l'intelligence artificielle. Êtes-vous poli avec ChatGPT? Voilà la question qu'on a posée à nos seniors et experts. Je ne vais pas lui parler comme à une personne. Oui, j'étais très polie avec ChatGPT. Bizarrement, je me disais qu'il allait me donner de meilleures informations si j'étais polie avec lui, si je l'encourageais, etc. Et c'est suite à une conversation avec une conseillère pédagogique très au fait sur la question, qui travaille à Lire et Écrire, et qui m'a dit « Mais tu sais, tu ne te rends pas compte, quand tu es poli, tous les mots que tu utilises, il doit les analyser. C'est une machine. Et donc, ça veut dire que ça génère énormément d'énergie pour rien, en fait. Maintenant, je suis factuelle, je suis assez direct. Je ne suis pas impoli, je ne vais pas quand même pas aller jusque-là, mais j'essaye d'être le plus factuel possible. Oh, je n'ai jamais pensé à ne pas l'être. Je lui pose une question en général, moi c'est très factuel, des informations très factuelles, donc ça ne me viendrait pas à l'idée de l'insulter ou de À vous, Glacial. Je suis polie avec. Mais c'est vrai que j'ai des personnes qui ont juste pour démonstration montré comment on peut être extrêmement impoli avec la technologie et la façon dont ils vont réagir. Et c'est très drôle. C'est très drôle. Personne.
S'il faut être impoli, je préfère que ce soit avec ChatGPT. Et si la richesse de l'humain par rapport à ChatGPT, c'était avant tout l'imprévisibilité de la conversation? C'est notamment pour ça qu'Eva Dessin croit qu'on aura toujours besoin de traducteurs humains, même à l'heure de l'IA et des traducteurs automatiques. Tout ce qu'on fait au niveau de la traduction, mot pour mot, phrase pour phrase, c'est quelque chose qu'un traducteur peut faire. Mais ils n'ont pas le sens de l'ambiguïté, la compréhension de l'autre. Ils ne peuvent pas centrer l'humain. Il n'y a pas une compréhension et une conversation dans ces échanges-là. Et vous, parlez-vous à l'intelligence artificielle? Craignez-vous pour votre métier ou celui de vos enfants ou petits-enfants? Encore des questions passionnantes et en constante évolution. Après avoir exploré les bases, les dangers et les impacts de l'intelligence artificielle sur les mondes de l'éducation et du travail, nous explorerons dans le dernier épisode de Dac au Dac les bienfaits de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine médical.